Le bagel au saumon, le muffin et la tasse de kousmiti que vous pouvez voir ici furent parmi les aspects les plus positifs du sommet, bien que je me demande encore combien ont pu coûter les luxueux buffets qui nous ont été servis. Le reste n'a été que l'apologie de la nuit du printemps. Et pour citer notre collègue Jean-René Dufort, ce fut le sommeil de l'éducation. C'est une bonne question. On s'attend à avoir quand même plusieurs éléments sur la table. La question de la scolarité, je pense que ça va être un des enjeux cruciaux en fin de journée. Mais bon, si on n'a pas de consensus là-dessus. Écoutez, le gel, c'est aux acteurs de l'apporter. Comptez sur nous qu'on va l'apporter. J'espère que les étudiants, que le Parti québécois va faire preuve d'ambition. Moi, je trouve ça triste, ce que j'ai entendu dans les derniers jours, de voir et la FEUQ et le PQ faire une sortie conjointe pour parler seulement de frais de scolarité, ne pas parler plus peu, ne pas parler d'excellence, ne pas parler de l'importance des universités, de la recherche, de l'innovation. Pourtant, là, c'est notre avenir qui est en jeu. Et de l'équité entre l'étudiant qui bénéficie d'un avantage de pouvoir fréquenter l'université et le payeur de taxes qui, à 80 % n'est pas allé à l'université et qui déjà paie une très grande proportion de tout cela. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un printemps érable. C'est parce qu'il y a eu un mouvement extraordinaire de jeunes et de moins jeunes qui s'est mobilisé, non seulement pour combattre la hausse des droits de scolarité, mais pour un Québec plus juste. Ça, j'aimerais tellement ça qu'on se rappelle tous de ça. Sans le printemps érable, il n'y aurait pas ce sommet. Alors, si on part de ce point de vue-là, je pense que ce qu'il faut à tout prix éviter de faire, c'est de décevoir toute cette jeunesse qui s'est mobilisée de façon si extraordinaire. Mais vous seriez à l'écoute des demandes de cette jeunesse totalement? Vous metteriez de côté les recteurs, les contribuables, vous répondriez aux appels des jeunes, des étudiants? Moi, je ne mets de côté personne. Vous savez qu'à Québec solidaire, déjà, ça fait 1 an, on a sorti des propositions pour mettre fin à la crise, pour dire que si on établissait une taxe sur le capital des entreprises bancaires et financières, on était capable de financer le gel immédiatement. Alors là, on ne s'attaque pas à la classe moyenne et aux contribuables à revenus modestes. Il y a des solutions de sortie de crise et nous, ce que nous pensons à Québec solidaire, c'est qu'il faut sortir d'ici avec un gel des droits de scolarité. Quant à nous, nous plaidons pour la gratuité scolaire. Mais si déjà, aujourd'hui ou demain, on sort avec le gel, on sera très heureux. Ce que je pense, c'est que les entreprises doivent jouer un rôle dans ce financement-là, comme elles doivent jouer un rôle dans le financement de l'ensemble des services publics. Et à Québec solidaire, nous autres, nous plaidons pour des impôts plus relevés pour les entreprises, des taxes plus importantes, des redevances minières, des redevances sur l'eau. Et c'est comme ça qu'elles vont faire leur juste part pour le maintien des services publics au Québec. Est-ce que ça vous inquiète leur présence dans les conseils d'administration, comme de plus en plus? Il peut y avoir quelques membres des entreprises dans les conseils d'administration des collèges et universités, mais ils ne peuvent pas former la majorité. La majorité doit être formée de gens à l'interne. Donc en somme, vous êtes confiante de la bonne volonté de tous les partenaires dans cette rencontre? Je vais dire ça autrement. Chacun des partenaires ici défend ses points de vue et ses intérêts. Probablement que sur certains sujets, on arrivera à trouver des consensus, mais il y en a d'autres où les intérêts sont irréconciliables et ça ne sert à rien de vouloir à tout prix créer des consensus mous, ça n'est pas nécessaire. Vous ne trouvez pas que c'est un peu court, justement? Un peu quoi? Un peu court, c'est 1 jour et demi pour faire ces consensus. Bien, c'est-à-dire qu'il faut penser que cette journée et demie est la poursuite de 4 rencontres préparatoires qui se sont échelonnées sur 3 mois. Il faut penser que le ministre et la première ministre ont eu des conversations avec beaucoup de ces participants-là, mais privément, là, séparément. Donc, pour moi, le sommet, c'est une sorte d'étape. C'est un moment qui termine toute une période de consultation, mais vous allez voir qu'ils vont mettre sur pied un certain nombre de chantiers, de comités de travail, et ces gens-là vont ou bien se revoir dans un autre sommet ou dans des états généraux de l'éducation, ce qui serait extrêmement intéressant, ou alors c'est le gouvernement à un moment donné qui tranchera. Il ne faut pas prendre le sommet comme une fin en soi. Vous trouvez ça dommage que la CL ait boycotté ce sommet-là? Moi, ce que j'ai exprimé, c'est que je les comprenais, mais qu'en même temps, je trouvais ça dommage, oui, parce que j'aurais aimé que leur voix soit entendue ici à l'intérieur. Mais je vais tenter, au nom de Québec solidaire, de représenter la voix de tous ceux et celles qui veulent la gratuité scolaire. Merci. Surtout que ça s'est fait très vite. Nous vivons maintenant dans un siècle de l'accélération de tout. Et ça s'est fait très vite. La commission parent a pris 5 ans pour faire son rapport. En ce moment, on voudrait tout faire en 3 mois.
à peine 5 mois, disons. Il y a une réduction épouvantable de la vitesse. Hein, mais on s'y adapte apparemment. J'espère en tout cas que c'est pas au dépens de la profondeur. Bon, on ne peut pas commencer. Les Québécois vous observent. Qu'est-ce que vous attendiez du sommet? J'attends un véritable engagement de la part de tous ceux qui sont autour de la table. Je crois qu'on est là pour s'unir aujourd'hui pour l'excellence, pour l'avenir du savoir au Québec. Vous entendez-vous un consensus, Mme Marois? C'est une chaîne, attendez-vous un consensus? Dans les images qui suivent, vous allez voir une réalité rarement exposée en ondes et pourtant très présente. C'est ce que j'ai appelé le plongeon dans le moton. En tout cas, on se reparle de tout ça. On comprend maintenant mieux pourquoi les médias ont quasiment tous les mêmes images. Tout autre angle est saturé par la présence des autres au sein du moton. Le message et l'image sont compressés ensemble par les attachés de presse au moyen de photo-op et de scrum. Ces déclarations hyper chorégraphiées qui engendrent la création d'un écosystème typique des événements du genre, le moton médiatique. Mais laissons maintenant Guy Rocher, l'éminent sociologue et auteur du rapport Parent, être le seul de la matinée à pouvoir glisser un mot à Mme Marois. Pour vous, oui, il est important. C'est important, puis on est capable de bien travailler ensemble. Je suis persuadée qu'on va y arriver. Allez, merci d'être là. C'est pas nécessairement notre participation. En tout cas, ils ne veulent certainement pas notre ralliement. Les employeurs, ce qu'on pense, les employeurs, la Fédération des chambres de commerce du Québec, vous? Moi, Concordia University Television. Le Québec vient de traverser une importante crise sociale, au cours de laquelle nous avons beaucoup insisté sur ce qui nous divise. Tout le monde peut constater que ça n'a fait avancer ni la société québécoise, ni l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on est improvisé ou les dés sont pipés? On est encore là-dedans? Écoutez, on est bien préparé. Il y a eu 4 rencontres préparatoires, 6 jours de discussion. C'est ce qui nous permet, avec les partenaires, vous avez vu, là, rappelez-vous où on était l'année dernière. Rappelez-vous quel était le climat l'année dernière. Là, vous avez tous les gens qui sont là, qui parlent et qui sont d'accord et qui avancent. Et en tout respect, ça s'est fait, cette discussion-là. Alors moi, je suis très satisfait. On continue, hein, il y a d'autres sujets importants. Et vous voyez qu'on a très peu parlé de d'autres thèmes qui ont opposé les gens. On parle de l'avenir de l'université et c'est une bonne nouvelle. Écoutez, moi, je ne devancerai pas les discussions. Là. Je comprends que vous avez tout ça, mais la discussion, je dois l'avoir par respect là, avec les partenaires, avec les gens qui sont autour de la table. De fait, on a vécu une des pires crises que le Québec ait connues, du moins dans la partie moderne de notre vie collective, et je crois qu'on ne doit plus revivre cela. Donc, en arrivant au gouvernement, nous avons annulé cette hausse drastique des frais de scolarité, Pierre le rappelait, mais cependant, ça ne nous enlève pas l'obligation de se repencher à nouveau sur cette question pour arriver à proposer une stratégie qui va nous permettre de viser l'accessibilité, la persévérance aux études. Donc, nous engager aussi dans une perspective où il y aura plus de prévisibilité et moins d'endettement. Ce qui fait que nous proposons ceci. Nous proposons d'indexer les droits de scolarité selon la croissance du revenu disponible des familles, soit environ 3 % par année. En fait, je peux vous dire que nous avons examiné plusieurs scénarios, pour ne pas dire que nous les avons tous examinés, en tenant compte de la capacité de payer des Québécois, mais également de nos valeurs.
La proposition qui est ici est liée à un indicateur qui est celui de la croissance du revenu disponible des familles. Selon les informations que nous avons pu colliger, durant les derniers 20 ans, la moyenne de progression a été de 3 % par année. Ce qui veut dire que ce n'est pas fixe, on se comprend. Une année, ça peut être 2,7, une année, ça peut être 3,1 %. Parce que c'est un indicateur auquel on s'accroche. C'est donc le revenu disponible des familles. Québec est partie prenante du pacte international, à travers le fédéral, bien entendu, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui, à l'article 13, dit que l'enseignement supérieur doit tendre vers la gratuité. Et ma question, très simple, c'est est-ce que Québec veut s'inscrire en marge de ce pacte-là aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup. Au niveau de l'ONU aussi, ça concerne beaucoup, entre autres, des pays africains, les pays en voie de développement et tout. Il faut être très conscient de ça. C'est un peu comme le rapport Parent, hein? Le rapport Parent qui disait il faut tendre vers la gratuité de façon à l'établir dans le temps. Et vous avez vu que les précédents gouvernements, à partir de Jean Lesage jusqu'à tous ceux qui se sont suivis, ne sont pas allés dans cette direction-là parce qu'ils ont préféré développer un réseau universitaire, développer un réseau collégial, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc, il y a un contexte. On vit à l'intérieur d'une société où il y a bien sûr des volontés, des idéaux, et je pense qu'il faut préserver ces idéaux, mais la capacité de les installer, d'aller vers la gratuité, dans le contexte actuel, je pense que ça s'avère tout à fait... on ne peut pas l'envisager. Et donc, il ne faut pas non plus associer une position sur le gel des droits de scolarité comme étant un précurseur des mobilisations, mais plutôt l'absence de vision des gouvernements à l'époque qui ont décidé de nier, en fait, les choix qu'on avait faits au Québec. Et je vais répondre d'ailleurs, puisque mon collègue du Conseil des patronats a avancé quand même certaines données, il faut parler de chiffres et de faits. Allons-y avec les faits. Un étudiant québécois, le quart de son budget passe dans les droits de scolarité. J'ai bien dit le quart de son budget. Ça comprend aussi des dettes. Il faut comprendre qu'un étudiant a un financement global d'environ, 50 % d'entre eux, 12 500 $. Donc, quand j'entends que 3 % c'est pas tant que ça, écoutez, à la 6e année, c'est 400 $ de plus qu'on vient ajouter à une facture étudiante. 400 $ de plus sur un budget de 12 500 $ en moyenne. 40 % des étudiants nous disent que c'est un des éléments, le premier, qui va amener un décrochage au niveau universitaire. J'ai entendu plein d'acteurs aujourd'hui nous parler à quel point c'est important de favoriser la motivation scolaire et d'implanter dans la tête justement des jeunes et des premières générations l'importance des études universitaires. Mais quel signal on lance en fait aux étudiants de première génération? Quel signal on lance à ces étudiants-là en leur disant que leur endettement étudiant, oui, va augmenter? Un endettement, je l'ai rappelé tout à l'heure, de 20 000 $ pour le quart des étudiants. 20 000 $. Avec la proposition qu'on a ici, il est certain que ça va augmenter. Est-ce qu'on cherche à briser le consensus qui avait émané des différentes rencontres? Je pense que la communauté universitaire avait été très claire sur la question du gel des droits de scolarité. Plusieurs jeunes et groupes jeunesse sont sortis aussi dans les derniers jours pour rappeler des positions en ce sens. On a également un malaise avec la situation où on propose une inflation, par exemple, au coût de la vie. Écoutez, j'ai un baccalauréat et une maîtrise, et j'ose croire que ça vaut plus comme comparaison que l'augmentation d'un bête sac de chips. J'ose croire qu'on pense à l'avenir de nos universités en dehors de la boîte habituelle. J'ose croire qu'on aurait pu avoir une vision et prendre le temps de bien évaluer les différents éléments. Est-ce qu'on est encore en train de nous dire qu'on n'a pas fait l'évaluation sur les conditions de vie des étudiants et que là, on va mettre de l'avant une augmentation et par la suite, on ira vérifier si ça va avoir un impact? Madame la Première ministre, Monsieur le ministre, Madame la ministre, je vous confirme que la FERC a fait une étude et oui, ça va avoir des impacts. 12 600 répondants. Je vous enjoins de faire l'étude sur les conditions de vie des étudiants
et de comparer vous-même les données, vous verrez que la position que vous êtes en train de mettre de l'avant, on est très loin d'avoir une vision sur l'avenir des universités. On est en train de pénaliser, de lancer un message absolument désastreux pour les générations à venir. Ce qu'on leur dit, c'est qu'ils doivent faire leur part. Avec 13 000 $ par année, 12 500 pour 50 % d'entre eux, je peux vous garantir qu'actuellement, ils font plus que leur part. On va me dire qu'ils ont droit à aller à l'aide financière aux études. Les bonifications apportées, écoutez, ça fait 20 ans que la FERC demande une hausse du revenu à 45 000. Il est plus que temps qu'on l'ait. Il reste tout de même que ça fait 40 % seulement des étudiants qui ont accès à l'aide financière aux études. On fait quoi du reste des étudiants? Qu'est-ce qu'on leur propose? Il me semble qu'on aurait pu être beaucoup plus engagés dans cette perspective-là. On est prêt à regarder un chantier, on est prêt à regarder la question des frais institutionnels obligatoires, mais il me semble encore une fois, on met la charrue devant les bœufs. Encore une fois, on dit aux étudiants qu'ils devront payer plus, qu'ils devront faire leur part et que par la suite, on va se poser des vraies questions. Encore une fois, je réitère le fait qu'on est extrêmement déçus. On se serait attendu à ce que le gouvernement fasse ses devoirs avant de proposer des solutions toutes faites, basées sur des sondages où la population dit être en faveur de la proposition gouvernementale. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que l'année dernière, la population était aussi en faveur de la hausse des droits de scolarité? Et je tiens à rappeler au gouvernement qu'il a également aboli la hausse des droits de scolarité parce qu'il ne jugeait pas que c'était une proposition adéquate. Est-ce qu'aujourd'hui, on va me dire encore une fois que les sondages vont mener les propositions gouvernementales? J'espère qu'on n'en est pas là. J'espère qu'on va écouter, en fait, les différents éléments de consensus. Et si on écoute bien, ils ne sont pas en faveur de l'indexation proposée. Merci. Après 2 jours de sommet, j'ai pu observer, entre une tranche de pâté de campagne et une portion de croquant au chocolat, que les propositions gouvernementales ont déterminé l'agenda de la discussion en tout point et que toutes les autres interventions se sont apparentées à des mini-discours. Quelle possibilité technique y avait-il alors d'un vrai débat fécond? Chacun parlait, s'opposait parfois fortement, mais rien n'a changé jamais dans les propositions de base du gouvernement. On peut alors s'interroger sur cette opération de relations publiques au semblant d'oreilles attentives et encore une fois sur le coût de cette non-discussion qui semble dilapider les fonds publics. Le sommet a délégué les questions de fond au Conseil national des universités qu'elle a créé, au chantier sur la loi cadre et à tous les autres. Le mot chantier ayant à la fois constitué le mot talisman autour de la table et le running gag favori des discussions entre journalistes. Il y a un jeu en France qui s'appelle Jacadi. Les anglophones appellent cela Simon Says. Le piège de ce jeu est qu'il faut faire tout ce que le maître du jeu dit, si et seulement si ce dernier dit auparavant Jacadi ou Simon Says, telle chose ou telle autre. Le gouvernement de Pauline Marois et de Pierre Duchesne, pendant ce sommet, a déclaré « Faisons une vraie discussion, ouverte à la négociation et arrivons ensemble à des pistes de fond sur le futur des universités et la mission des éducations. » Mais Jacadi, Simon Says, indexons les frais de scolarité immédiatement, sans chantier, sans réflexion de fond sur le financement et le rôle de l'université. Bref, faisons un peu comme les libéraux de Charest, mais un peu moins, juste sous le seuil de l'indifférence générale, et en accord avec les minima politiques de l'électoralisme, et allons même plus franchement dans la logique de marchandisation et de commodification de l'éducation. Dans le même temps, et durant les 2 jours du sommet, nous avons pu voir manifestants comme journalistes, entre autres des journalistes de notre antenne, se faire poivrer, gazer, matraquer et essuyer des tirs de balles caoutchouc à des distances et les angles potentiellement létaux. Après avoir été le pays de la Révolution tranquille, le Québec serait-il devenu celui de la répression tranquille? Ici Anthony Côte, à Montréal, pour CUTV. Good night and good luck.